Pendant 11 années inoubliables, Carol Burnett a fait rire des millions de foyers. Mais en 1977, elle a fait quelque chose qui a fait pleurer toute son équipe. L'épisode n'a été diffusé qu'une seule fois et a brisé les cœurs dans tout le pays. Les critiques l'ont qualifié de chef-d'œuvre. Les récompenses ont suivi. Pourtant, Carol elle-même ne l'a plus jamais regardé. Pas une seule fois au cours des 47 années qui ont suivi. Pourquoi? Parce que c'était trop réel. Le sketch l'a tellement touchée dans sa propre vie qu'elle n'a pas supporté de s'y voir. Qu'est-ce qui a pu rendre la comédienne la plus aimée des Américains incapable de faire face à son propre spectacle? Carol Burnett est née le 26 avril 1933 à San Antonio, au Texas, et dès le départ, sa vie a été marquée par les difficultés. Ses deux parents étaient alcooliques et incapables de lui donner l'amour et la stabilité que tout enfant mérite. Son père occupait un emploi dans un cinéma, mais n'a pas pu le garder longtemps. Sa mère, distante sur le plan émotionnel et perdue dans la boisson, ne lui apportait que peu de réconfort. Les deux parents finiront par mourir de maladies liées à l'alcool. Alors qu'elle n'était encore qu'une enfant, Carol avait déjà ressenti la douleur de l'abandon. Les personnes censées l'aimer le plus ont préféré l'alcool aux berceuses. C'était un monde plein d'incertitudes et de silence, le genre de silence qu'un enfant ne devrait jamais avoir à endurer. C'est ainsi que Carol a découvert quelque chose d'extraordinaire. Le rire pouvait être son bouclier. Lorsque ses parents ont finalement renoncé à sa garde, elle est allée vivre avec sa grand-mère maternelle, Mabel White, la femme qui allait devenir son roc dans un monde turbulent. En 1940, ils quittent le Texas et s'installent à Hollywood. Mais aucun tapis rouge ne les attendait. Ils vivent dans une seule chambre exiguë d'une pension de famille délabrée, entourée d'autres âmes brisées. Des toxicomanes, des locataires souffrant de troubles mentaux, des gens qui s'accrochent à l'espoir tout en mourant de faim grâce à l'aide sociale. Carol et sa grand-mère survivent avec 20 $ par semaine. À peine de quoi se nourrir, sans parler d'un rêve. Mais Mabel a donné à Carol ce qu'elle n'avait jamais eu auparavant. Un amour inconditionnel. Elle était pauvre, certes, mais elle était enfin en sécurité. Au milieu de ce chaos, Carol a inventé un échappatoire. Elle a créé une fausse sœur jumelle nommée Karen. Karen était tout ce que Carol n'était pas. Sûre d'elle, belle, toujours souriante. Et Carol l'a rendue si réelle que même les autres locataires ont cru qu'elle existait. Elle courait par l'escalier de secours, changeait de vêtements, de coiffure et réapparaissait sous les traits de Karen, charmante et enjouée. Puis, quelques minutes plus tard, elle revenait sous les traits de Carol. Le fait que ces adultes, dont la plupart s'accrochaient à peine à la vie, y aient cru en dit long sur les talents d'actrice de Carol et sur le fait que tous les habitants de cette maison avaient besoin de croire en quelque chose de joyeux. Mais certaines évasions sont plus réelles que d'autres. Tous les samedis, Carol et sa grand-mère allaient au cinéma. Les billets coûtent 25 cents pour deux, soit plus de 10% de leur revenu hebdomadaire. Pendant ces quelques heures, Carol a laissé derrière elle la peinture écaillée, les cris et la peur. À l'écran, la vie étincelait, les étoiles dansent, les gens s'embrassaient. Il y avait de la nourriture, de la beauté et de l'ordre. Mais lorsque le générique a défilé, la survie est revenue au premier plan. Ils n'avaient pas les moyens d'acheter du papier hygiénique chez eux, alors ils le volaient discrètement dans les toilettes du cinéma. Ils n'avaient pas honte. Ils étaient désespérés, même à l'âge de 7 ans. Carol comprenait ce que signifiait avoir faim de plus que de la nourriture. Un jour, alors qu'elle était assise dans la pénombre du théâtre, elle a entendu le célèbre cri de Tarzan de Johnny Weissmuller résonner dans la salle. Il l'a frappé comme un éclair. Chez elle, elle a commencé à l'imiter de manière obsessionnelle, perfectionnant chaque hauteur et chaque rythme. Elle n'avait aucune idée qu'elle entraînait sa voix, en développant le type de contrôle de la respiration que la plupart des chanteurs mettent des années à maîtriser. Ce n'était qu'un jeu, mais c'est devenu une signature. Plus tard, ce cri déclenchera les rires et les applaudissements du public lors de ses spectacles. Ce qui n'était au départ qu'une imitation d'enfant est devenu l'un des premiers outils de son arsenal comique. À la fin de ses études secondaires, Carol n'avait qu'un seul rêve, le journalisme. Sa mère avait toujours voulu être écrivain,
et Carol se sentait obligée de terminer ce que sa mère n'avait pas pu faire, l'objectif étant l'UCLA. Mais lorsque le moment est venu de s'inscrire, elle est confrontée à une réalité brutale. Elle n'avait pas les 50 $ nécessaires pour payer les frais de scolarité. Cela représente environ 6 cents aujourd'hui. Pour la plupart des gens, cela aurait signifié la fin. Et pendant un certain temps, cela a semblé être le cas. Puis une chose étrange s'est produite. Anin Canoe, dont elle n'a jamais appris l'identité, est intervenue et a versé la somme. Sans condition, sans explication, juste assez d'argent pour changer sa vie. À l'UCLA, elle avait prévu d'étudier le journalisme, mais un cours facultatif de théâtre a bouleversé sa vie. Dans cette pièce, un déclic s'est produit en elle. Elle n'était plus timide. Elle n'était plus pauvre ou invisible. Elle était drôle, bruyante et complètement vivante. Ses professeurs l'ont remarqué. Ses camarades de classe aussi. Elle pouvait chanter, jouer la comédie et faire rire les gens en même temps. Soudain, le journalisme lui semble trop petit pour elle. Elle a changé de filière. C'était risqué. Mais pour la première fois de sa vie, elle ne survivait pas. Elle rêvait. Ce risque a rapidement porté ses fruits. À la fin de sa première année, elle a été nommée Most Promising Newcomer, nouveau venu le plus prometteur, dans le programme de théâtre de l'UCLA. C'était plus qu'un titre. C'était une prophétie. Il lui a dit qu'elle n'était pas folle de poursuivre ce rêve. Il lui a donné le courage de pousser plus loin, de prendre la scène au sérieux et d'arrêter de s'excuser de vouloir plus que survivre. Le prix lui a ouvert des portes, lui donnant de meilleurs rôles dans les productions scolaires et le soutien de mentors qui voyaient qu'elle n'était pas comme les autres. Elle n'était pas une actrice pleine d'espoir comme les autres. Elle avait le genre d'étincelle qu'on ne peut pas simuler. Carol Burnett n'était qu'une étudiante en 1954, travaillant comme ouvreuse pour 65 cents de l'heure, lorsque sa vie a pris un tournant étrange lors d'une fête à San Diego. Elle n'était pas là pour faire la fête. Elle fourrait des hors-d'œuvre dans son sac à main pour les rapporter à sa grand-mère. C'est alors qu'un inconnu bien habillé s'approche d'elle. Il n'était pas dans le showbiz. C'était un constructeur naval millionnaire de La Jolla. Carol lui a dit qu'elle rêvait d'aller à New York pour faire carrière à Broadway, mais qu'elle n'avait même pas les moyens de payer les 43 $ de frais de scolarité de l'UCLA. L'homme lui fait une offre qui semble trop belle pour être vraie. Un 0 $ pour elle et son petit ami, Don Saroyan. Mais il leur a imposé 3 règles. Ne jamais révéler son nom. N'utiliser l'argent que pour se rendre à New York. Et s'ils y parvenaient, ils devaient aider les autres à faire de même. Il ne voulait pas être crédité. Il a simplement dit que quelqu'un l'avait aidé un jour et qu'il lui rendait l'appareil. Sa femme dira plus tard qu'il avait déjà fait ce genre de choses pour des stations-service, des restaurants et des personnes qui poursuivaient leurs rêves. Avec les 2000 $ en poche, Carol et Don ont fait leurs valises et laissé l'UCLA derrière eux. Ils se dirigent vers l'Est en 1954, bien que Carol n'ait jamais été plus loin que le Texas. Elle ne connaissait personne à New York, mais elle s'en fichait. Elle dira plus tard, « Je n'en savais pas assez pour avoir peur. » Ils atterrissent en ville et s'installent à l'hôtel Algonquin pour 9 $ la nuit. C'était trop. L'argent a commencé à disparaître rapidement. À un moment donné, Carol s'est mise à pleurer en téléphonant en PCV à sa famille, qui l'a supplié de revenir. Alors qu'elle était sur le point d'abandonner, elle a entendu une annonce à la radio. Un ouragan nommé Carol remonte la côte. Elle l'a pris comme un signe. D'une certaine manière, cela lui a donné la force de rester. Elle se retrouve bientôt dans un monde complètement différent, le Rehearsal Club. Il s'agit d'une ancienne pension de famille pour les jeunes femmes qui tentent de percer dans le milieu artistique. Pour 18 $ par semaine, Carol dispose d'un lit de camp dans une chambre partagée avec 4 autres actrices. Il n'y avait qu'une salle de bain et un placard. Mais pour elle, c'était le paradis. Elle avait dormi sur un canapé chez elle. L'endroit bourdonne d'énergie. Les filles répètent leurs répliques. Chantant, courent avec des bigoudis dans les cheveux. Pour joindre les deux bouts, Carol travaillait comme cireuse de chapeau la nuit et passait des auditions le jour. Ce n'était pas très prestigieux, mais c'était réel. On Mars, 1955.
Elle et les autres filles montent un spectacle intitulé The Rehearsal Club Review et envoient des invitations à des agents et à des producteurs. De grands noms comme Marlene Dietrich sont venus. Ce soir-là, les portes ont commencé à s'ouvrir. Son premier grand succès est venu de quelque chose de totalement ridicule. Une chanson d'amour sur John Foster Dulles, le raide et ultra sérieux président des États-Unis. Secrétaire d'État américain. Écrite par Ken Welch. Cette chanson était une blague, exagérée et absurde, mais Carol l'a interprétée si parfaitement qu'elle est devenue sa signature. Le public est déchaîné. Elle est invitée au Jack Paar Show, puis au Ed Sullivan Show. Le 6 janvier 1957, elle monte sur la scène du Sullivan, les genoux tremblants. Mais à la fin de son concert, les gens hurlaient de rire. En août de la même année, elle reprend la chanson de Dulles, ainsi qu'une parodie de Puppy Love. Cette ballade ridicule fait d'elle la vedette de la comédie new-yorkaise. Pendant les 5 années qui suivent, Carol continue à travailler. Elle a tenu un petit rôle dans The Paul Winchell Show en 1955, où elle jouait la petite amie d'un mannequin de ventriloque. Cela l'a conduit à jouer aux côtés de Buddy Hackett dans Stanley, ce qui n'a duré qu'un an. Mais en 1959, tout a changé. Carol a décroché le rôle principal dans Once Upon a Mattress, une nouvelle comédie musicale off-Broadway qui a été choisie pour Broadway. Elle jouait le rôle de la princesse Winifred, une fille bruyante et maladroite des marais qui ne ressemblait en rien aux princesses des contes de fées. Le spectacle a explosé en popularité. Elle est nommée pour la première fois aux Tony Awards. Et le 22 juin 1959, exactement 5 ans après avoir obtenu ce mystérieux prêt, Carol et Don ont remboursé la totalité des $2000. Le millionnaire n'a jamais répondu. Il les est resté anonyme jusqu'à la fin. Carol gagnait alors $500 par semaine, ce qui lui donnait l'impression de toucher le jackpot. Once Upon a Mattress n'était même pas censé être un succès. Au départ, il s'agissait d'un petit projet de camp d'été. Les critiques n'ont pas aimé ce spectacle lorsqu'il a fait ses débuts à Broadway en mai 1959. Mais le public, Louis, l'a adoré. Le spectacle a été joué pendant 470 représentations, passant d'un théâtre à l'autre. C'est la performance de Carol qui a fait la différence. Lorsqu'elle quitte la troupe en juin 1960, le spectacle s'effondre en l'espace d'une semaine. Son remplaçant n'a tenu que 8 représentations avant la fermeture complète. Carol était devenue irremplaçable. Puis vint le Gary Moore Show. De 1959 à 1962, Carol est passée du statut d'étoile montante à celui de grande vedette de la télévision. Elle a remporté son premier Emmy en 1962 et son personnage de femme de ménage est devenu emblématique. Mais le véritable impact de cette émission réside dans ce qu'elle lui a appris. Les échauffements non répétés de Gary Moore ont inspiré les interactions, en direct avec le public qui allait plus tard définir le Carol Burnett Show. L'émission a également contribué à lancer d'autres grandes vedettes, dont Don Knotts et Jonathan Winters. L'émission a été diffusée de 1950 à 1900, soit 67 et est devenue l'une des émissions de variété les plus influentes de tous les temps. Pour Carol, il s'agissait d'un cours magistral sur la synchronisation, le caractère et le risque. En 1962, quelque chose de magique se produit à nouveau. Cette fois au Carnegie Hall, CBS hésite à la laisser faire une émission spéciale avec Julie Andrews. Selon eux, Julie n'était pas assez célèbre et Carol passait déjà à la télévision chaque semaine. Mais un soir, après un événement promotionnel, les deux responsables, Michael Dan et Oscar Katz, ont vu Carol se démener pour obtenir un taxi. Elle a plaisanté en disant qu'un chauffeur de camion la ramènerait probablement chez elle. Quelques instants plus tard, un camion s'est arrêté et lui a proposé de l'emmener. Les dirigeants ont pris cela pour un faux. L'émission a été approuvée. Cette émission spéciale, Julie and Carol at Carnegie Hall, a remporté 3 grands prix, dont un Emmy et une Rose d'Or. Columbia Records a même sorti une bande originale qui s'est classée 85e au Hit Parade. Mais rien n'est comparable à ce qui a suivi. Le 11 septembre 1967, le Carol Burnett Show a été diffusé pour la première fois et, avec lui, la télévision a changé pour toujours.
Carol a brisé un mur que personne ne pensait qu'une femme pouvait briser. ChatGPT a déclaré « Pendant 11 saisons consécutives, du 11 septembre 1967 au 29 mars 1978, le Carol Burnett Show a attiré 30 millions de téléspectateurs chaque semaine. Ce n'était pas seulement bon, c'était historique. Peu d'émissions ont atteint un tel public. C'est devenu plus qu'un simple divertissement. C'était un événement. Time Magazine l'a même classé parmi les 100 meilleures émissions de télévision de tous les temps. TV Guide l'a placé en 17e position. Variété l'a classé en 23e position. C'est dire son importance. Mais il ne s'agissait pas seulement de gros chiffres. L'émission a changé la télévision elle-même. C'est l'une des premières émissions de variété à présenter des sketchs comiques en direct devant un public en studio. Ce style a ensuite inspiré le Saturday Night Live. Et Carol Burnett, elle a fait œuvre de pionnière. Elle n'était pas une star comme les autres. Elle a été l'une des premières femmes à diriger sa propre émission de variété. À une époque où la télévision était majoritairement dirigée par des hommes, elle a changé les règles et ouvert la voie à d'innombrables femmes dans le domaine de la comédie. Quel que soit le jour ou la tranche horaire, l'émission a tenu bon. Qu'elle soit diffusée le lundi soir à 22h ou le samedi soir plus tard, les téléspectateurs ont continué à la regarder. Une telle constance est rare. Et ce ne sont pas seulement les fans qui l'ont remarqué. Au cours de ses 11 années d'existence, le Carol Burnett Show a remporté un nombre impressionnant de 25 Primetime Emmy Awards. C'est exact. 25? Les récompenses n'ont pas toutes été attribuées dans un seul domaine non plus. L'émission a été récompensée pour l'écriture, le matériel musical, la chorégraphie et, bien sûr, la meilleure série de variété. Harvey Korman a remporté 4 Emmy en 1969, 1971, 1972 et 1974 pour le meilleur second rôle. Tim Conway en a également gagné 4, 3 pour l'interprétation et 1 pour l'écriture. Même la dernière saison de la série, en 1978, a été couronnée de succès, remportant plusieurs catégories, dont celle de la meilleure série de variété. Et ce n'est pas tout. Carol Burnett elle-même a remporté 2 Golden Globes pour la meilleure actrice dans une comédie ou un film musical en 1977 et 1978. L'émission a également remporté le People's Choice Award pour le programme de variété préféré 3 années de suite. En 1975, 1977 et 1978. Ce genre de balayage à travers tant de prix différents a consolidé sa place dans la royauté télévisuelle. La plupart des émissions de variété diffusées depuis n'ont même pas réussi à s'en approcher. Mais en coulisses, les rires et les applaudissements n'ont pas toujours été au rendez-vous. Au cours de la 7e saison de l'émission, Harvey Korman a failli s'en aller pour de bon. Cette semaine-là, Tim Conway et la chanteuse Petula Clark, 2 des personnes les plus aimables du monde du spectacle, sont invités à participer à l'émission. Mais Korman n'était pas d'humeur. Pendant les répétitions, il était grossier et irritable. Carol Burnett a l'habitude de laisser passer les choses. Mais pas cette fois. Elle l'a pris à part après l'enregistrement du vendredi soir et lui a demandé ce qui se passait. Korman a donné une réponse brutale. « Je ne suis pas heureuse ici », a-t-il dit. Puis il lui a claqué la porte de la loge au nez. C'est ce qui s'est passé. Burnett a appelé son agent et l'a licencié. Mais au cours du week-end, Korman a changé d'avis. Il demande une nouvelle chance. Burnett a accepté, mais à une condition. Elle lui dit « Lundi matin, je veux te voir sautiller et siffler dans le couloir de CBS. » Et c'est exactement ce qu'il a fait. Lorsqu'il est sorti de l'ascenseur lundi matin, il sautillait et sifflait. Burnett a éclaté de rire et a fait faire une plaque pour sa porte. Monsieur Happy-Go-Lucky. Korman est resté dans la série jusqu'à la saison 10. Puis Tim Conway est arrivé. Conway était le Joker. Il avait une règle. Ne jamais se lancer à corps perdu dans les répétitions. Et il gardait ses meilleurs morceaux pour les enregistrements en direct, même si cela dérangeait tout le monde. Il y a des choses qui viennent sous l'impulsion du moment, a-t-il dit un jour, et il y en a d'autres que je garde à l'esprit.
Cette stratégie signifie que chaque représentation est fraîche et totalement imprévisible. C'est Harvey Korman qui l'a le mieux dit. Il ne fait jamais rien deux fois de la même façon. Le moment le plus célèbre du chaos de Conway est l'histoire de l'éléphant. Dans un sketch de la série familiale, il a raconté une longue histoire ridicule sur un éléphant de cirque. Pendant qu'il radote, Carol Burnett, Vicki Lawrence et Dick Van Dyke tentent par tous les moyens de rester dans la peau de leur personnage. Mais l'histoire devenait de plus en plus drôle et bizarre. À la fin, même Vicki Lawrence a perdu la boule. Elle a répliqué avec une réplique si inattendue qu'elle a fait craquer tout le monde sur le plateau. « Vous êtes sûr que ce petit trou du cul est fini? » Même Conway a éclaté d'un rire hystérique. Ces moments sont devenus l'âme de l'émission. Brute, réel et complètement non scénarisé. Mais toutes les scènes ne sont pas drôles. En 1977, un événement a profondément ébranlé Carol Burnett. Il s'agit de l'un des sketchs récurrents. La famille. Ellie incarne Eunice Higgins, une femme accablée par les déceptions et les rêves brisés. Normalement, le sketch mélangeait comédie et dysfonctionnement. Mais cette fois, ils ont pris un risque. Pas de blague, pas d'exagération, juste de la douleur. Le sketch s'intitule The Gong Show. Dans ce sketch, Eunice croit que chanter des sentiments lors d'un concours de talent lui permettra enfin d'accéder à la célébrité. Au lieu de cela, les juges se moquent d'elle. L'un d'entre eux était interprété par Alan Ludden, animateur de jeux télévisés dans la vie réelle. Burnett a joué le rôle de façon directe. Pas de drôle d'accent. Pas de mouvement idiot. Et à la fin, toute l'équipe était au bord des larmes. Lorsque l'épisode a été diffusé, il n'a pas perdu son punch. La caméra recule lentement sur le visage baigné de larmes de génie, tandis que les lumières s'éteignent. Pas de musique. Pas de rire. Un vrai crève-cœur. Les téléspectateurs ont été stupéfaits. Les critiques l'ont salué. Mais Burnett ne l'a plus jamais regardé. Lors d'une interview en 2010, elle a déclaré « La douleur d'Eunice ressemblait à la mienne. C'est parce qu'elle était réelle. » Burnett a grandi dans la pauvreté. Elle savait ce que c'était que de rêver grand et de se faire rire au nez. Ce sketch l'a touché de trop près. Elle a ensuite expliqué ses sentiments dans une interview accordée à Harper's Bazaar. « Je suis contente que nous l'ayons fait », a-t-elle dit, mais ce n'était pas le but de notre émission. Nous étions là pour faire oublier aux gens leurs problèmes, pas pour les leur rappeler. Pourtant, le sketch a laissé des traces. Il a donné lieu à un téléfilm en 1982 intitulé Eunice et à une sitcom dérivée, Mama's Family. Burnett s'est finalement éloigné de la sitcom, mécontent de sa direction. Mais l'épisode original est resté légendaire. Carol Burnett ne se contentait pas de faire rire les gens. En coulisses, sa vie était pleine de déchirements, de chaos et de batailles familiales qui auraient brisé la plupart des gens. Tout a commencé à l'université, lorsqu'elle a rencontré son premier mari, Don Soroya. Ils étaient jeunes, amoureux et rêvaient tous deux de faire carrière dans le show business. Né à Omaha en 1928, Don Soroya avait de grandes ambitions pour Broadway. Ils se sont rencontrés à l'UCLA en 1952 et se sont mariés 3 ans plus tard, en 1955. Mais leur histoire d'amour n'a pas duré. La fille de Don, née d'une précédente relation, est décédé et il n'a plus jamais été le même. La carrière de Carol a décollé tandis que la sienne a stagné. La pression a brisé leur mariage. Ils se séparent le jour de Noël 1959 et divorcent en 1962. Don a lutté contre la dépression et l'alcoolisme jusqu'à sa mort en 1990, à l'âge de 62 ans. Il n'a jamais atteint les rêves de scène qu'il avait autrefois. Carol n'est pas restée longtemps célibataire. Elle a rencontré Joe Hamilton peu de temps après. Joe est un grand producteur de télévision et a déjà 8 enfants d'un précédent mariage. Il avait également produit le concert de Carol au Carnegie Hall en 1962. Ils se sont mariés en 1963 et ont travaillé ensemble sur son émission à succès. Ils ont eu 3 filles, Carrie, Jodie et Erin, et une fausse couche en 1965. Avec les 8 de Joe et leurs 3 filles, leur maison était toujours pleine. Il a remporté 5 Emmy Awards en produisant l'émission de Carol. Mais tandis que leur carrière s'envolait,
Leur vie familiale se fissurait. En 1976, le National Enquirer a publié un mensonge selon lequel Carol était ivre dans un restaurant, alors qu'elle était assise à côté de Henry Kissinger. Cela l'a durement touchée, non seulement parce que c'était faux, mais aussi parce qu'elle avait passé des années à s'élever contre l'alcoolisme. Elle a intenté un procès au tabloïd pour 1,6 million de dollars. L'affaire a duré 5 ans et a révélé à quel point les tabloïds pouvaient être imprudents. Un informateur rémunéré avait en fait dit à l'Enquirer que Carol n'était pas ivre, mais ils ont quand même publié l'histoire. Elle a gagné le procès, mais après les appels, l'affaire a été réglée pour environ 200 $. Ce n'était pas une question d'argent. Il s'agissait de laver son nom, et cela a changé à jamais le journalisme à scandale. Mais la plus grande bataille de sa vie ne s'est pas déroulée au tribunal. C'était à la maison. À la fin des années 1970, sa fille Carrie a sombré dans la toxicomanie. À 13 ans à peine. Carrie prenait de la cocaïne, de la marijuana, des champignons et des quaaludes. Elle dira plus tard qu'elle se droguait pour ne plus être la fille de Carol Burnett et pour être elle-même. De 1976 à 1979, Carol a vu son enfant lui échapper. Elle l'a envoyé en cure de désintoxication après cure de désintoxication. À un moment donné, Carrie s'est enfuie d'un établissement du Texas. Carol craignait de perdre sa fille pour toujours. Carrie a fini par devenir sobre à 17 ans, mais cela lui a coûté cher. Carol a dû prendre la décision la plus difficile de sa vie. Carrie la détestait pour cela. Mais Carol a dit un jour qu'il fallait les aimer suffisamment pour qu'ils vous détestent. Pendant plus d'1 an, elles ne se sont pas parlé, mais elle n'a jamais abandonné. Et lorsque Carrie est revenue, elles sont devenues plus proches que jamais. Carrie a décroché un rôle important dans la série télévisée Fame, prouvant ainsi qu'elle avait son propre talent. Elle et Carol ont joué ensemble dans des films et des épisodes, et ont finalement écrit une pièce de théâtre intitulée Hollywood Arms, basée sur la vie de Carol. Ils étaient unis par la hanche, mais la tragédie les a frappés à nouveau. En 2002, Carrie est décédée d'une pneumonie causée par un cancer du poumon qui s'était propagé à son cerveau. Elle n'avait que 38 ans. Elle n'a jamais pu voir Hollywood Arms s'ouvrir sur scène. Carol était effondrée. Mais elle est allée de l'avant en disant « Je le devais à Carrie ». Le second mariage de Carol s'était déjà terminé en 1984. À cette époque, la dépendance de Carrie, la pression de leur carrière et la tension émotionnelle ont épuisé Joe Hamilton et elle. Ils avaient envoyé leurs 2 plus jeunes filles vivre à Hawaï pour qu'elles ne voient pas leurs parents s'effondrer. Après le divorce, Joe était resté proche de la famille jusqu'à ce qu'il meure d'un cancer en 1991. Mais même après 2 mariages et 2 grandes déchirures, Carol a retrouvé l'amour. À la fin des années 1990, elle rencontre Brian Miller lors d'un spectacle à Long Beach. Il avait 23 ans de moins qu'elle, mais cela n'avait pas d'importance. Ils se sont mariés en 2001. Elle avait 68 ans et lui 45. 2 mois plus tard, Carrie est décédée. Brian a aidé Carol à traverser la période la plus sombre de sa vie. Il l'a encouragée à terminer Hollywood Arms et ils sont restés ensemble depuis. Dans 20 lorsque la fille cadette de Carol, Erin, luttait contre la toxicomanie et ne pouvait pas s'occuper de son propre fils, Carol et Brian sont intervenus. Ils ont obtenu la garde de leur petit-fils, Dylan. La dépendance d'Erin est devenue un cauchemar qui dure depuis 19 ans. Elle a fait 8 séjours en cure de désintoxication et a passé près de 240 jours en institution. Les tribunaux sont intervenus lorsque le domicile d'Erin est devenu dangereux pour son fils. En juillet 2020, Erin a envoyé des menaces de suicide à ses enfants. La police a dû intervenir et elle a été placée en détention psychiatrique. Carol a demandé la tutelle légale de Dylan peu de temps après. Quelques semaines plus tard, le tribunal a accordé à Carol et à Brian la garde temporaire de l'enfant. Une fois de plus, elle est intervenue pour protéger sa famille, même si cela lui brisait le cœur. Carol Burnett a étonné tout le monde lorsqu'elle est apparue dans la dernière saison de Better Call Saul. Elle avait 89 ans, mais son jeu d'actrice était plus vif que jamais. Elle a joué le rôle de Marion, une femme âgée,
gentille mais acerbe, qui a lentement découvert la vérité sur Saul Goodman. Dans l'épisode Waterworks, elle s'est assise tranquillement dans sa cuisine, utilisant Ask Jeeves pour creuser les mensonges de Saul. Ce qu'elle a trouvé a tout changé. « J'avais confiance en toi. » Ce moment est inoubliable. Saul panique. La tension monte jusqu'à ce qu'elle prononce une seule phrase qui l'anéantit. Il a même envisagé de la faire taire à jamais. Vince Gilligan, co-créateur de la série, a admis par la suite que l'écriture d'une scène où Saul pensait à tuer le personnage de Carol Burnett était terrible. « C'est un trésor américain », a-t-il dit, mais c'est ce qui a rendu la scène si puissante. Sa force tranquille et sa voix tremblante ont mis les téléspectateurs sur les dents. Puis elle a calmement appuyé sur son bouton d'alerte et a dénoncé Saul. Les critiques ont qualifié cette scène de l'un des moments les plus glaçants et les plus brillants de l'histoire de la série. Ce n'est pas la seule fois où Burnett a surpris par son registre. Dans les années 90, elle a rejoint le casting de Mad About You en tant que guest star. La série était déjà un succès, avec Paul Reiser et Helen Hunt. Mais la performance de Burnett dans le rôle de Teresa l'a portée à un autre niveau. En 1997, elle a remporté l'Emmy de la meilleure actrice invitée dans une série comique. Cette victoire prouve qu'elle n'est pas seulement une comédienne de sketch. Elle pouvait tout aussi bien jouer dans des sitcoms modernes. Ses scènes semblaient réelles, naturelles, et non pas la comédie bruyante et physique de l'époque où elle participait à des émissions de variété. Elle était plus calme, plus intelligente et profondément drôle. Elle a remporté l'American Comedy Award pour son rôle d'invitée 2 années de suite. Ce n'était pas de la chance. Il s'agissait d'un savoir-faire acquis au fil des décennies passées devant un public, et ces 2 récompenses n'étaient qu'une partie des 25 nominations aux Emmy Awards qu'elle a obtenues tout au long de sa carrière. Dans les années 2000, la voix de Burnett a pris le relais de la comédie physique. Elle s'est lancée dans les films d'animation, prêtant sa voix à des personnages hauts en couleur qui illuminent l'écran. Elle a connu son plus grand succès en 2008 dans Horton entend un qui, une adaptation en images de synthèse d'un classique du Dr. Seuss. Elle y joue aux côtés de Jim Carrey et de Steve Carell, et le film devient un succès mondial, rapportant 298 millions de dollars pour un budget de 85 millions de dollars. Quelques années plus tôt, en 2001, elle avait interprété le rôle de Mrs. Hammerbotham dans La trompette du cygne, aux côtés de Reese Witherspoon, Jason Alexander et Mary Steenburgen. Ces rôles l'ont fait connaître à une toute nouvelle génération d'enfants qui n'avaient jamais vu le Carol Burnett Show. Mais sa voix véhiculait la même chaleur, le même charme et le même esprit. Elle n'avait pas besoin d'être à l'écran pour avoir un impact. C'est sa voix qui a fait tout le travail. Le retour de Burnett à Broadway à la fin des années 1990 ressemble à un retour aux sources. Elle a joué dans la comédie musicale de Stephen Sondheim, Putting It Together, qui a débuté au Ethel Barrymore Theatre le 21 novembre 1999. La pièce a été jouée pendant 101 représentations et 22 avant-premières. Burnett a joué le rôle de l'épouse, aux côtés de grands noms du théâtre comme George Hearn, Ruthie Henschel et John Barrowman. Cela faisait 30 ans qu'elle ne s'était pas produite à Broadway, mais lorsqu'elle est remontée sur scène, c'est comme si elle ne l'avait jamais quitté. L'émission a même été filmée en direct pour la télévision et la diffusion à domicile, capturant des moments à la fois raffinés et imprévus, comme lorsque sa jupe est tombée pendant une scène et qu'elle l'a transformée en gag au milieu de sa performance. Même les critiques qui ont donné des avis mitigés sur l'ensemble du spectacle n'ont eu que des éloges à l'égard de Burnett. Elle a manié la musique complexe de Sondheim avec aisance, prouvant que sa présence sur scène était toujours inégalée. Et alors que l'on pensait qu'elle avait tout fait, Carol Burnett est réapparue, cette fois sur Apple TV+. En 2024, elle a joué dans Palm Royale le rôle de Norma Delacourt, une riche femme de Palm Beach qui passe la majeure partie de la série dans le coma jusqu'à ce qu'elle se réveille soudainement. Le rôle exigeait beaucoup. Non seulement Burnett a dû faire de la comédie physique, mais elle a également dû créer une sorte de dialogue en charabia pour imiter quelqu'un qui venait de retrouver la parole. Elle a tout inventé sur place. Ce niveau d'improvisation n'est pas facile à tout âge.
mais Burnett avait 91. Son travail lui a valu une nomination dans la catégorie Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series, ce qui fait d'elle la femme la plus âgée nommée de toute l'histoire. La série a été diffusée pour la première fois le 20 mars 2024 et a obtenu 11 nominations. Le casting était rempli de stars. Kristen Wiig, Ricky Martin, Laura Dern, Allison Janney. Mais Burnett s'est tout de même démarqué. Une fois de plus, de nouveaux téléspectateurs ont découvert une femme qui a diverti le monde pendant plus de 7 décennies.